Saviez-vous qu'une femme sur 5 souffre de problèmes de santé mentale durant leur grossesse? C'est beaucoup. C'est presque autant que le diabète et l'hypertension. Oui, donc aujourd'hui, on brise les tabous et l'isolement en lien avec la dépression et l'anxiété durant la grossesse pour reconnecter la tête et l'utérus avec des experts du CHU Sainte-Justine en santé mentale durant la grossesse. On a donc Annick Bérard, chercheuse sur les médicaments durant la grossesse et professeure titulaire à l'Université de Montréal, Valérie Sanson, infirmière, Lucie Morin, médecin en gynécologie obstétrique, et Cathy DiCaprio, une future maman familière avec l'anxiété. Alors aujourd'hui, à notre table ronde, nous allons discuter, entre autres, des signes avant-coureurs de la dépression et de l'anxiété durant la grossesse, des risques associés à ces conditions-là, des solutions, alors comment prendre en charge notre santé mentale et surtout du dialogue entre la maman et le professionnel de la santé. Et on part ça avec Cathy qui est en direct de sa maison. Salut Cathy! Allô tout le monde, bon matin! Cathy, tu es enceinte de 16 semaines, première grossesse. Tu es très active sur les réseaux sociaux aussi, puis tu n'as pas peur de parler de ton anxiété. Pourquoi tu trouvais ça important d'en parler publiquement? Oui, il y a quelques années, j'ai commencé à en parler tranquillement, puis j'ai réalisé à quel point que c'était commun. C'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup ouvertement. Il y a un tabou dans la société. On veut pas admettre qu'on fait de l'anxiété. Mais dès que j'ai commencé à en parler, je veux dire, ma plateforme, elle a changé, puis c'est devenu quelque chose de différent, puis une place que le monde pouvait partager comment il se sentait. Puis à travers ça aussi, moi, j'ai trouvé une petite thérapie. J'ai été capable de parler de comment moi je me sens, puis même partager des trucs avec les autres qui vivent la même chose que moi. Je me sentais moins seule, puis je suis contente de créer un environnement que le monde se sente moins seul aussi. Fait que j'en parle ouvertement, j'aime d'en parler, je me fais poser des questions tout le temps, puis j'adore. Puis je suis pas une professionnelle de la santé, hein? Je suis pas médecin, je donne pas des conseils médicaux, mais je parle de mon expérience puis comment moi je vis à travers mon anxiété. Et c'est quelque chose qui t'affecte au quotidien. Puis d'ailleurs, je veux qu'on explique la situation. Aujourd'hui, tu devais être en studio avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'était un matin très difficile. Je me suis levée malheureusement avec des nausées intenses. Puis, c'est difficile de savoir si c'est l'anxiété ou si c'est la grossesse. C'est un problème que je vis depuis que j'ai appris que j'étais enceinte. On va en parler plus tard, mais j'ai arrêté ma médication pour l'anxiété. Donc, tous les symptômes d'anxiété sont revenus avec les symptômes de grossesse et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, ce matin, c'est ça. C'était des symptômes intenses de nausées, de vomissements. Puis, j'étais pas capable de partir de la maison. J'étais paralysée, en fait. J'ai essayé, je me suis habillée, j'étais prête pour partir. J'ai même fait mes cheveux. Mais malheureusement, j'étais pas capable de franchir la porte. Puis, c'est triste, mais c'est une réalité que je vis avec depuis plusieurs années. Mais la médication, elle aide beaucoup, puis je suis contente de recommencer la médication avec ma grossesse. Bien, j'adore son honnêteté et Annick, elle n'est pas la seule à vivre ça. Les chiffres sont assez troublants. Absolument. Alors, la dépression et l'anxiété sont très fréquents durant la grossesse. Alors, 20 une femme sur 5 va souffrir de problèmes de santé mentale à un moment donné, durant ou après sa grossesse. Wow. Alors, c'est presque aussi fréquent que le diabète et l'hypertension qu'on connaît beaucoup mieux. Absolument. Alors, le but dans tout ça, c'est d'en parler, de briser les tabous, justement. Pourquoi? Parce que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Absolument. Puis, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui augmentent la possibilité de développer de l'anxiété ou de la dépression durant une grossesse? Absolument. Alors, avoir des antécédents, personnels, puis aussi familiaux, de dépression, d'anxiété, de troubles de santé mentale, finalement. Avoir des dépressions postpartum dans le passé, également, pour une grossesse précédente. Il y a certaines comorbidités également. Certaines études ont lié l'asthme, l'infertilité, par exemple. Une grossesse qui est non planifiée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas voulue, mais qu'elle n'est pas planifiée au moment où elle arrive. Parfois, ça débalance un peu. Attendre des jumeaux, par exemple, une grossesse multiple. On comprend pourquoi. 2 plutôt qu'un.
Et également, l'isolement, hein, avoir personne à qui parler, Ouais. l'entourage est très, très important. Alors, tout ça fait en sorte que certaines femmes sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé mentale, comme la dépression et l'anxiété durant la grossesse. En même temps, j'ai envie de dire, puis Valérie, question pour toi, c'est-à-dire que, tu sais, on vit avec beaucoup d'hormones en pleine grossesse. Nos hormones sont dans le tapis, comme j'aime bien dire. En plus de ça, il y a tout l'inconnu de qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être, quel genre de mère je vais être. Je veux dire, on vit tout ça. Il me semble qu'il y a un côté normal de faire de l'anxiété un peu en temps de grossesse, non? Absolument. Ça nous met dans une période de grande vulnérabilité. Oui. Tu parlais des hormones, effectivement, elles ont le dos large, à raison. Oui. Mais il y a d'autres raisons aussi pour trouver ça difficile. Tu sais, tous les enjeux psychologiques, se préparer au rôle de parent, tu sais, revoir ses priorités, c'est vraiment des enjeux importants qui rendent les mères plus vulnérables, plus sensibles pendant cette période-là, ce qui fait en sorte que c'est tout à fait normal de vivre de l'anxiété. L'important, c'est juste de pouvoir porter attention aux symptômes, puis quand ça devient difficile au quotidien, bien là, c'est vraiment important d'en parler. Est-ce que c'est arrivé d'avoir des femmes qui sont allées vers toi pour dire « je pense que je vis de l'anxiété ou de la dépression », puis finalement, c'était juste tout à fait normal? Bien, absolument. Il y a OK. une part de normalité, puis je pense que c'est des éléments comme ça, des événements comme ça, c'est ça à quoi ça sert. Oui. De dire c'est normal que ce soit difficile, même quand tout se déroule normalement. Oui. C'est un grand changement de vie, devenir parent. Oui. Puis on ne le sait pas tant qu'on n'a pas franchi cette réalité-là. Donc oui, des fois, c'est tout à fait normal. Puis juste de dire aux mamans, au papa, au conjoint, à l'entourage, vous savez, ça se peut que ça soit difficile, ça enlève une pression, puis ça fait, OK, on va trouver des solutions, on va prendre soin de nous, c'est ce qui est important. Autant que je prends soin de la grossesse, je vais prendre soin de mon bien-être psychologique. Oui. Il faut le mettre de l'avant également. Mais oui, des fois, c'est normal, puis des fois, ça devient qu'on a besoin d'une aide supplémentaire, mais dans la majorité des cas, c'est quelque chose qu'on peut adresser. Alors peut-être, Lucie, on pourrait vraiment, tu sais, les nommer, ces symptômes-là, pour être capable de les repérer quand ça devient, tu sais, de l'anxiété ou de la dépression à traiter. Oui, c'est certain que une situation de vie qui perdure dans le temps, la perte de contrôle, avoir envie de pleurer tout le temps, pas être capable de sortir de chez soi parce qu'on a peur, avoir peur pour son bébé, c'est vraiment l'anxiété qui va dominer tout notre quotidien, qui va nous empêcher de vaquer à nos occupations habituelles, de fonctionner avec nos amis, qui va prendre toute la place. On est toujours préoccupé à vouloir contrôler une chose ou une autre, puis finalement, on est incapable parce que c'est au-delà de notre contrôle, et puis ça nous empêche de fonctionner. Vraiment, le trouble anxieux, trouble de panique. La dépression, ça peut aller pas être capable de sortir du lit, pas avoir faim, avoir le goût de rien, être triste, même broyer du noir, avoir envie de mourir, avoir peur de faire du mal. À soi-même ou à son enfant, j'imagine? Exactement. Des fois, on a des obsessions. Fait que ça, c'est vraiment des situations moins normales où il faut avoir de l'aide, il faut en parler, il faut s'entourer, il faut pas avoir peur d'aller consulter puis d'exprimer ce qu'on ressent pour avoir un traitement, Oui. que ce soit un médicament ou une autre thérapie psychocognitive, où les psychologues ou les psychiatres vont entrer en ligne dans le traitement Oui. comme tel. Mais tu sais, comme tantôt, Cathy qui disait ce matin, pas capable de venir parce qu'elle avait des nausées, a été malade. Ouais. C'est des symptômes aussi qu'on a quand on est enceinte, particulièrement dans le premier trimestre. Donc, tu sais, à quel moment on sait que on n'est plus dans ce qui est un symptôme de grossesse, puis que là, on tombe dans un autre symptôme qui est un peu plus grave? Oui, c'est sûr que... C'est à la répétition, tu sais? C'est ça, ça dure dans le temps. Par exemple, Cathy exprime qu'elle a des nausées, vomissements, où on va avoir des traitements comme elle a pris du diclectin pour contrôler les nausées et tout. On va être capable probablement de sortir dehors, d'aller faire une course, d'aller chez quelqu'un, d'aller faire une visite médicale. Mais quand la panique nous prend, que qu'est-ce qui va m'arriver si je traverse la porte, c'est peut-être quelque chose qu'il faut adresser autrement. Quand on est incapable de sortir de la maison, on s'en rend pas compte. Peut-être que c'est la peur ou la panique. Tu sais, c'est comme une perte de contrôle. Tu sais, comment je pourrais avoir le contrôle? Puis quand je suis à la maison, bien, je suis en sécurité, puis je contrôle mon environnement, puis c'est comme ça que je me sens le mieux. Puis... Mais en même temps, on fonctionne pas dans la société, dans notre couple, dans notre famille en faisant ça. Non. Cathy, qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça?
Ouais, c'est pas des surprises, honnêtement. C'est ça, j'ai de l'anxiété depuis que ça fait au-dessus de 10 ans que je traite mon anxiété. J'utilise ma grossesse un peu pour dire que c'est pas moi, là, c'est mon bébé qui me fait sentir ça, mais il y a une partie de moi qui sait aussi qu'il y a de l'anxiété là-dedans, là. Puis je sais que ce matin, c'est ça qui jouait le plus fort, là, plus que les symptômes de grossesse. Puis je le vis en ce moment. Quand on se préparait pour l'enregistrement de la capsule, tu as dit quelque chose qui nous a toutes touchées. C'est-à-dire, tu as dit « J'essaie de tenir bon pour les 9 mois de grossesse que j'ai à passer, puis après ça, on verra. » Mais là, je veux que tu élabores. Qu'est-ce que tu voulais dire? Puis est-ce que tu penses encore la même chose? Effectivement, au début de ma grossesse, je me suis dit, pour les 9 prochains mois, c'est plus à propos de moi, c'est à propos du bébé. C'est le bébé en premier. Le bébé, il faut qu'il aille bien. Moi, c'est pas important. Ce que j'ai vite réalisé en vous parlant et à mon médecin, que moi, je tiens ce bébé, je porte ce bébé. Donc, pour que le bébé aille bien, il faut que j'aille bien. J'ai vite compris ça. Un peu comme de mettre le masque dans l'avion à soi-même avant de le mettre à notre enfant. C'est un peu ça, puis c'était un peu un déclic pour moi, là. C'est super important que moi, je sois en santé pour que le bébé soit en santé, finalement. Fait que ça a changé un peu ma façon de penser, puis ça a changé mes habitudes, puis la médication et tout, là. Ça a eu un effet sur tout. Ah, c'est bon à entendre. Valérie, ce que dit Cathy est hyper important, c'est-à-dire l'importance pour les parents de se mettre en premier, hein? Absolument. Tu sais, pendant la grossesse, on prend bien soin de l'évolution du bébé, on monitore tout ce qu'on a à faire, mais la santé mentale, son bien-être psychologique est tout aussi important. Je comprends le réflexe de Cathy de dire « je suis en mission, je rends un bébé à terme », je le comprends parfaitement. Mais je suis très contente qu'elle soit venue à cette belle conclusion-là. Effectivement, il faut prendre soin de soi, il faut être sa bonne étoile, il faut prévoir un réseau de soutien, il faut prévoir des façons de prendre soin de soi. Tu sais, entre ce qu'on a à faire et ce qu'on a envie de faire. Oui. Donc, trouver un équilibre à travers tout ça. Il y a plusieurs pistes de solutions qui sont possibles pour pouvoir vraiment prendre soin de sa santé mentale. Parce que quand on va moins bien, c'est pas là qu'on est le plus disposé pour trouver des solutions. OK. Quelles sont ces solutions-là? T'sais, si on enlève la médication pour l'instant, on va y revenir un peu plus tard. Bien, en fait, c'est vraiment de trouver des moments pour prendre soin de soi. Et c'est aussi de reconnaître ces signes qui fait que ça va un petit peu moins bien. De reconnaître nos drapeaux rouges. Puis si on y réfléchit dans nos expériences passées, bien, il y a sans doute des situations où on dit, OK, bien moi, quand je vais moins bien, par exemple, je suis plus irritable. Quand je vais moins bien, je suis moins envie de faire ce qui me tente de faire normalement. Donc, de réfléchir à ça en couple aussi, avec son partenaire, et d'être là un pour l'autre, d'identifier avant que ça aille moins bien, quels sont nos signes chacun, que ça va moins bien, puis qu'est-ce qu'on fait quand ça se produit, et de voir autour de nous qui peut nous aider. Les ressources qu'on a en nous, c'est une chose, puis les ressources qu'on a autour de nous, et tout ça contribue à prendre soin de son bien-être pendant la grossesse, puis c'est excessivement important. OK, sauf qu'il faut aussi que le personnel de la santé, les professionnels de la santé soient investis là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a des suivis pendant la grossesse de la santé mentale? Je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là parce qu'effectivement, c'est une réalité. Dans le milieu hospitalier, c'est la même chose. On prend très bien soin de l'évolution de la grossesse. Et là, je dirais qu'il y a comme une nouvelle ère depuis quelques années où là, on adresse davantage aussi l'humeur, le moral. Donc, au CHU Sainte-Justine, on a vraiment implanté des nouvelles façons de travailler. Pas des nouvelles façons de travailler. On a implanté des nouvelles approches pour faire en sorte qu'on prend autant soin de la santé mentale que de la santé physique et de la grossesse. Si ce n'est que de dire à chaque visite de grossesse, comment ça va, maman? Comment ça va, votre morale? Le conjoint, la partenaire, comment ça se passe pour vous? Comment ça va à la maison, votre dynamique? Est-ce que tout va bien? Et là, ça nous permet d'identifier rapidement quels sont les besoins des familles, parce qu'ils varient énormément. Quels sont les besoins des familles, puis de quelle manière on peut y répondre. Puis si c'est pas à nous de le faire, bien de quelle manière on peut l'orienter dans le système pour répondre à ces besoins-là. Donc, c'est de mettre en place tous les facteurs de protection possibles. Donc, ce que j'ai en moi, ma résilience, ma manière de gérer les difficultés, et ce qu'il y a autour de moi, à qui je peux m'adresser quand ça va moins bien. Est-ce que j'ai une amie à qui je peux parler sans filtre, qui va m'écouter, qui va m'entendre, qui va comprendre, qui va légitimer ce que je vis, être entendue.
quand on a une souffrance ou des difficultés, ça fait la grande, grande différence. Donc oui, il faut que les professionnels se mobilisent, puis on mobilise tout le village pour élever un enfant. Fait que c'est un peu ça aussi. Puis comme professionnel, on a cette responsabilité d'adresser ces enjeux-là. Puis il faut que la patiente, il faut que le couple soit à l'aise aussi, parce qu'ils ont des fois peur de se sentir jugés. Oui. Des fois, ils ont peur d'être stigmatisés. Oui. Donc, plus on adresse la situation, plus on en parle nous-mêmes lors des suivis de grossesse, puis on pose la question: comment ça va, maman? Comment ça va, papa? Normaliser la chose. Normaliser la chose. Bien, plus ils vont être à l'aise de le nommer et on désamorce des situations. Il y a certaines personnes qu'on le sait que ça va être compliqué, que ça va être difficile, on le voit venir. Mais si on adresse dès le départ, plus on agit tôt, bien, plus on risque de rendre l'aventure moins difficile. Puis pourquoi c'est important de le faire? Parce que sinon, ça peut avoir des conséquences sur le développement de l'enfant. Exactement. Alors, la santé mentale, il faut en prendre soin, il faut l'adresser, parce que si on ne le fait pas, c'est associé au risque de prématurité, d'accoucher plus tôt qu'on est supposé d'accoucher. Et également, dans le postpartum, vous savez, les femmes enceintes, anxieuses, déprimées, non traitées, bien, ces femmes-là sont drôlement plus à risque de dépression postpartum. Alors, et aussi dans le postpartum, il y a l'attachement qui rentre en ligne de compte. Oui. Alors, c'est important d'adresser ça, comme on l'a dit, pour la femme, certes, mais aussi pour les parents en devenir, là, avant l'accouchement, justement pour être bien outillés, autant durant la grossesse, durant le 9 mois, mais aussi après, lorsque le bébé arrive, parce que si on ne le fait pas, notre bébé sera plus à risque de problèmes cognitifs, alors des délais au niveau du langage, au niveau de son interaction avec les autres enfants. Alors, maman en santé, bébé en santé, parents en santé, alors tout ça, c'est essentiel. Puis en même temps, je ne veux pas être trop alarmiste là, non plus, parce que, bon, la plupart des mamans enceintes qui souffrent de dépression, d'anxiété, souffrent de dépression, d'anxiété léger à modérée. Alors quand même, là, on n'est pas seul. Je veux dire, c'est quand même non plus alarmant. Mais oui, certainement, en prendre soin, l'adresser. Et souvent, c'est avec des combos. Hein? On va parler de la médication tout à l'heure, mais parfois, c'est des combos, médicaments, psychothérapie, soutien familial, parce que parfois, la psychothérapie est pas toujours accessible, on s'entend. Et donc, le soutien familial, le réseau social, alors ça aussi, c'est très, très important. Bien, juste à écouter ce que tu viens de nous expliquer, Annick, je pense que ça va faire en sorte qu'il y a bien des mères qui peut-être, ou des pères qui en ce moment écoutent ça, se disent, bien, ça vient de me donner une raison de plus de faire attention à moi, puis de vraiment traiter ma santé mentale au même titre que ma santé physique. Lucie, j'ai envie qu'on parle des auto-soins, donc, qu'on peut se donner, justement pour s'aider au niveau de la santé mentale. C'est vraiment important de se mettre en priorité. Le risque de laisser perdurer un problème de santé mentale va probablement entraîner des complications de grossesse, la prématurité et tout ça, comme l'a dit Annick. Et la santé mentale, la santé physique, c'est très interrelié. Un agit sur l'autre et vice-versa. C'est pas des compartiments séparés. Comme pour tout, c'est avoir un équilibre de vie, bien manger, faire de l'exercice, avoir une activité de pleine conscience, je sais pas moi, tricoter, aller nager, aller prendre une marche, aller marcher le chien, tu sais, faire une activité pleine conscience qu'on appelle maintenant, où on s'est mis dans l'agenda aujourd'hui, bon, quand est-ce que je vais aller me faire une pédicure ou aller chez le coiffeur, parce qu'on y va plus, on s'oublie complètement. Fait qu'il faut se mettre dans l'agenda, il faut utiliser une hygiène de vie qui permet une bonne santé. Quand on a des nausées, vomissements, on n'a pas le goût de manger, mais il faut prendre le temps de se faire des petites collations. Puis on a l'impression qu'on a fait quelque chose pour soi, qu'on a pris le contrôle d'une certaine situation. Ça, c'est l'hygiène de vie en général. Puis ensuite, bien, il y a des outils d'auto-soins qui ont été bâtis. Valérie a participé, plein d'équipes là, qui ont participé à faire l'outil Toi, moi, bébé, là, que vous allez trouver sur le site web du CHU Sainte-Justine, où ça montre un peu comment
essayer de contrôler certaines idées obsessives qui nous viennent dans la tête, qu'on n'est pas capable ou que la panique prend. Trouver une façon de reprendre le contrôle sur certaines choses sur lesquelles on est capable d'avoir le contrôle. Il y a des choses que, même si on voulait avoir le contrôle, on ne l'aura jamais, il faut le laisser de côté. Et puis ensuite, aller se faire aider avec d'autres professionnels, que ce soit une amie, un travailleur social, un psychoéducateur, un psychologue, une infirmière. Notre infirmière de clinique, elles sont souvent super parce qu'elles te connaissent bien, elles sont capables d'ajuster le langage, sont pas dans le jugement. Et puis, si ça devient plus sérieux ou ces bonnes habitudes de vie-là sont pas suffisantes pour aller gérer des troubles du sommeil ou des idées obsessives, mais à ce moment-là, il y a le médecin, le psychiatre, le pharmacien qui vont suggérer certains traitements. Mais vraiment, c'est vraiment d'intégrer des habitudes de vie qu'on va garder toute sa vie avec se mettre dans l'agenda. Souvent, on s'oublie trop et puis ça aide pas. On va prendre soin de notre conjoint, on va prendre soin de toute la routine de la maison. Si on a d'autres enfants, c'est eux autres, notre mère malade et tout. Puis nous, on passe en dernier. Et évidemment, ça devient des fois trop. Puis surtout si on a une grossesse à risque, compliquée par de l'hypertension ou autre chose, là, on perd le contrôle complètement. S'il a fallu être hospitalisé parce qu'on est allé en travail prématuré, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc, c'est certain que le village, la famille... Bien soutenir tout ça. Oui. On vient de parler de tous les soins possibles pour soigner sa santé mentale sans médication. Maintenant, on va parler de la médication, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Cathy, toi, tu prenais déjà des anxiolytiques avant ta grossesse. Tu es tombée enceinte, tu t'es retrouvée devant un dilemme. Explique-nous là, comment tu as vécu ça. Oui, donc ça fait 10 ans que je prends un médicament que je savais n'était pas recommandé durant la grossesse. Je le savais, ça s'en venait. Donc, quand on a décidé qu'on voulait commencer à essayer de former une famille, j'ai commencé à tranquillement diminuer ma dose et j'ai fait ça depuis 1 an avec l'aide de mon médecin. Mais je suis tombée enceinte un peu plus vite qu'on pensait. Donc, j'ai dû arrêter un petit peu plus rapidement que j'aurais aimé. J'aurais aimé arrêter mon médicament puis tomber enceinte par la suite. Mais bon, c'est ça qui arrive dans la vie. On fait des plans, mais c'est pas ça. C'est pas tout le temps ça qui arrive. Donc, j'ai arrêté de prendre le médicament dès que j'ai eu mon petit test positif avec l'accompagnement, évidemment, de mon médecin. C'était un choix personnel. Je voulais me voir aussi. Ça faisait 10 ans que je prenais des médicaments. Je voulais voir comment je me sentais sans médicaments. Mon médecin me supportait, mais c'est ça. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai réalisé que c'était très difficile. Tous mes symptômes d'anxiété sont revenus en force fois 100, je dirais, mes crises de panique et tout. Donc, j'ai pris un arrêt de travail et j'ai recommencé la médication. Donc, je prends Zoloft maintenant, qui est un médicament qui est plus recommandé lors de la grossesse. Donc, c'est pas le même médicament que je prenais. Puis, je commence déjà à aller beaucoup, beaucoup mieux. Fait que j'ai pris la décision de, comme on a parlé tantôt, de vraiment me mettre en avant puis de dire, il faut que j'aille bien pour que ce bébé aille bien. Puis, c'est sûr que dans un monde idéal, parfait, on n'est pas sur la médication puis on prend nos prénataux, puis on mange du verre à tous les jours, c'est sûr. Puis c'était mon objectif, je voulais faire ça pour mon bébé. Mais vraiment, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'une médication pour venir me supporter, pour que je sois en santé. Puis finalement, c'est ça qui est important pour le bébé. Puis à force de vous parler, je pense que j'ai pris la bonne décision. Ah oui. Lucie, c'est sûr que c'est la question que toute femme dans la même situation que Cathy se pose. C'est arrêter ou pas arrêter la médication? C'est certain qu'il faut prendre une décision en collaboration avec son médecin. On ne devrait pas décider ça toute seule. Oui. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont peut-être moins recommandés durant la grossesse, qu'on sait qu'ils peuvent causer des malformations. Alors, avec son médecin, il faut voir, est-ce que le médicament que je suis en train de prendre, est-ce que c'est néfaste pour le bébé? Est-ce que je devrais l'arrêter ou changer pour un autre médicament?
Puis des fois, ça pourrait arriver que on n'a jamais considéré arrêter le médicament alors que ça fait vraiment longtemps qu'on le prend puis que ça va bien. Et avec son médecin, on peut décider que pour une grossesse, on va tenter l'arrêt du médicament, mais tout en étant suivi comme tel. Oui. Puis ce que je comprends, c'est qu'il faut toujours regarder les bénéfices et les risques par rapport autant à l'enfant que les bénéfices pour la mère. Exactement. Et pour celles qui commencent à souffrir d'anxiété et de dépression pendant la grossesse, est-ce qu'il y a un meilleur trimestre pour commencer la médication? C'est sûr que le premier trimestre, on sait que c'est à ce moment-là où tous les organes du bébé sont en développement. Oui. Alors, le premier trimestre, c'est le trimestre où on est plus inquiet qu'un médicament pourrait causer des malformations au cœur, des malformations au cerveau. Oui. Donc, si on avait à commencer un médicament, on va préférer le commencer après le premier trimestre. Mais c'est possible qu'on doit quand même le commencer tout de suite au premier trimestre, surtout si la condition de santé de la femme est vraiment sévère et puis la balance risque-bénéfice est plus importante au niveau des bénéfices. Et puis, on va choisir un médicament qu'on sait qui est connu sécuritaire dans le cas où il n'y a pas une augmentation du risque de développement de malformation. Sinon, dans le deuxième trimestre, c'est la partie où le bébé est déjà, tous ses organes sont développés, il est en croissance, et c'est la partie qui est probablement la plus sécuritaire. Encore une fois, on va quand même choisir un médicament qui est connu sécuritaire. Oui. Au troisième trimestre, ce qui arrive, c'est que certaines conséquences du médicament qui se transmettent au nouveau-né, ce qui fait que le nouveau-né, parfois, sous les effets d'un médicament, peut avoir plus de difficultés à s'alimenter, plus de difficultés à respirer ou plus de difficultés à bouger, mais il va finir par se libérer là, des médicaments que sa mère prenait, puis c'est transitoire, ces effets-là. OK. Donc, comment on choisit la bonne médication, les bonnes molécules? Alors, la première chose, c'est de planifier sa grossesse. Alors, si on la planifie, on est capable de décider, de discuter des bénéfices, des risques associés à sa prise de médicaments actuels. Alors, on est capable de s'ajuster finalement pour planifier la grossesse. Si jamais on apprend à 5-6 semaines de grossesse qu'on est enceinte, on a pris un antidépresseur, par exemple, bien, encore là, essentiel, on n'arrête jamais soi-même. Il faut en discuter. D'ailleurs, un antidépresseur, on arrête à peu près en 4-5 semaines. Alors, ça prend un certain temps. On n'arrête jamais du jour au lendemain. Alors, les molécules qui sont les plus sécuritaires, c'est les plus anciennes et les plus récentes, dont le Prozac. Vous vous souvenez, c'est le premier nouvel antidépresseur qui a été mis sur le marché à la mi-1990. Alors, cet antidépresseur-là, le Prozac, ça fait longtemps, on a fait plein d'études, il semble être sécuritaire. Alors, on va vers ça en premier. Maintenant, il y a d'autres antidépresseurs. Il y a le Celexa, il y a le Cipralex, il y a le Zoloft, comme Cathy utilise. Alors, on s'enligne vers ces molécules-là plutôt que d'autres. On essaie, autant que soit peu, d'éviter le premier trimestre. Parfois, c'est pas possible. Mais déjà en deuxième et troisième trimestre, c'est ça qu'on fait. On traite parce que la dépression ou l'anxiété maternelle est néfaste pour le bébé en devenir et aussi est néfaste au moment de l'accouchement. Une dépression, une anxiété non traitée augmente le risque d'une dépression postpartum. C'est quand même assez prévalent, la dépression postpartum. Alors, on ne veut pas en rajouter une couche si on est maltraité ou, encore pire, non traité. Alors, si on décide d'arrêter la médication durant la grossesse, il est commun de réintroduire la médication, le Zoloft, le Prozac, le Celexa, le Cipralex, en dernier trimestre de grossesse pour équiper la maman avec une capacité, une tranquillité d'esprit pour prendre soin de son bébé en postpartum. Alors, c'est un peu le schéma qu'on utilise chez la femme enceinte. Ceci étant dit, il faut absolument discuter avec son professionnel de la santé. On parle beaucoup de médicaments ici, mais il y a bien d'autres choses. Il y a tout ce
qui est psychothérapie. Il y a de très bons exemples de programmes d'exercice qui ont été démontrés efficaces. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce qu'on dit depuis le début avec les capsules grossesse en santé, c'est d'en parler à son professionnel, de prendre une décision éclairée, de faire la balance des risques, des bénéfices pour soi-même. Il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises options. Il faut prendre la meilleure pour soi-même. Merci. Je suis tellement contente qu'on ait parlé de médication dans cette capsule. Cathy, j'ai envie de savoir tes impressions après la discussion qu'on vient d'avoir sur l'ensemble de l'œuvre. Ma première réaction, c'est « wow ». On dirait que c'est tellement plus commun qu'on le pense. Puis honnêtement, ça me fait un peu de peine qu'on n'en parle pas, puis qu'il n'y a pas assez d'emphase sur tout ça. C'est quelque chose que toutes les femmes vivent avec, une majorité, ou même si c'est une portion des femmes, on devrait mettre nos efforts dans les ressources de santé, de tout là pour accompagner ces femmes-là. Avec ce que je vis en ce moment, je dis, là, j'ai un respect, là, je suis plus féministe que je l'étais il y a 16 semaines, je vous dis. Je trouve que les femmes, on est fortes, puis ce qu'on est capable d'accomplir en étant un incubateur pour un bébé, je trouve ça écœurant. je le trouve très, très bonne. Donc, merci, puis j'ai appris énormément, puis encore une fois, je suis super contente de partager mon histoire, puis que j'espère que tout ça va aider les futures mamans en devenir. Bien, nous, on te remercie pour ton généreux témoignage, puis on te souhaite une belle fin de grossesse. Un beau bébé en santé à venir par la suite. Merci beaucoup. Et je veux vous rappeler, si vous êtes en train d'écouter cette capsule-là, que vous pouvez aller chercher des ressources qui sont situées dans l'espace commentaire en bas de la capsule. Vous pouvez aussi suivre Grossesse en santé du CHU Sainte-Justine sur les réseaux sociaux et la merveilleuse Cathy aussi sur les réseaux sociaux à MTL Cathy. Merci d'avoir été là.